bienvenue pour cette troisième conférence du professeur Daniel Lieberman qui va porter sur l'exercice. Alors, vous le savez peut-être, hein, pour la plupart d'entre vous, mais Daniel Lieberman s'est fait connaître beaucoup par ses travaux sur le développement de la course d'endurance chez les hominines pléistocènes. Et en s'appuyant à la fois sur des données paléoanthropologiques, mais aussi sur des données expérimentales, hein, c'est ce qui fait le caractère original de sa recherche. Et donc il va nous parler aujourd'hui de l'exercice, et c'est quelque chose qu'il pratique beaucoup, puisqu'il fait le tour de la planète pour courir tous les marathons possibles dans différentes capitales du monde. Et je suis sûr que vous allez beaucoup apprécier sa conférence. C'est un sujet sur lequel il m'a dit beaucoup à dire. Donc on va l'écouter très très vite. Ok, bonjour à tous et merci encore au Collège de France et au professeur Hublin de m'avoir invité à donner ces 4 conférences. Je suis très honoré d'être ici. Et aujourd'hui, je suis heureux de présenter la 3e conférence de cette série sur la médecine évolutionnaire. Et pour l'heure prochaine, nous allons discuter de mon sujet principal de recherche, l'évolution de l'activité physique. Et en particulier, nous considérons pourquoi et comment nous avons évolué pour être physiquement actifs pour survivre et rester en bonne santé, mais pourquoi nous n'avons pas évolué pour faire l'exercice. Si vous êtes confus, j'espère déconfus, vous déconfus, je ne sais pas si c'est le mot en français. Et vous pouvez voir, encore une fois, je vous prie d'excuser mon français. J'ai appris la semaine dernière l'expression « je parle comme une vache espagnole ». Peut-être on peut dire « je parle comme une vache américaine », ça marche. Néanmoins, je fais de mon mieux et j'attends avec impatience les questions après la présentation, mais je vous prie de les poser lentement, s'il vous plaît. OK. Comme je l'ai dit, une grande partie de mes recherches porte sur l'évolution de l'activité physique. J'ai surtout étudié la marche et la course, mais je m'intéresse à d'autres activités comme lancer, porter, creuser, et ainsi que des adaptations physiologiques importantes pour l'activité physique, comme la transpiration et le métabolisme. Et bien sûr, je suis passionné par la façon de ces activités influence le métabolisme et la santé. Avant d'aller plus loin, on me demande souvent ce qui est le plus important, l'exercice ou l'alimentation. Honnêtement, je pense que ce n'est pas une bonne question parce que les deux sont importants, mais de façon différente. Et j'aurai plus à dire sur ce sujet lors de ma dernière conférence la semaine prochaine, le 31 octobre. OK. Au cours de la prochaine heure, concentrons-nous sur un problème que j'appelle le paradoxe de l'exercice. Tout le monde sait que l'exercice est bon pour la santé, mais moins que 40% des Français font moins de 150 minutes d'activité physique par semaine. Pourquoi 150 minutes? Parce que c'est la dose minimale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Comme d'habitude, la situation est pire aux États-Unis, où moins de 55% des Américains font moins de 150 minutes par semaine d'activité physique modérée. Et j'ai hésité à dire que je pense que j'ai une hypothèse que ce qui a commandé le vol des bijoux au Louvre dimanche, mais ça c'est une autre chose. OK. Il faut avoir un sens d'humeur. Oui. OK, donc discutons 3 questions. 1. Pourquoi et comment avons-nous évolué pour être physiquement actifs? Deuxièmement, pourquoi l'exercice est-il bon pour la santé, surtout comme nous vieillissons? J'appelle ça l'hypothèse des grands-parents actifs. Et troisièmement, malgré ces bienfaits, pourquoi tant de personnes évitent-elles de faire de l'exercice?
OK. Comme toujours, nous allons adopter une perspective évolutionnaire parce que rien en biologie, y compris l'exercice, n'a du sens sauf à la lumière de l'évolution. Ça, c'est nos mantres. Oui? Commençons par notre première question. Pourquoi l'exercice a-t-il évolué? Comme vous allez le voir, pour y répondre, nous devons aussi discuter du métabolisme unique de notre espèce. Comme précédemment, commençons notre histoire il y a 7 millions d'années, lorsque la lignée humaine s'est séparée de celle des chimpanzés. Il est important de souligner que notre dernier ancêtre commun avec les chimpanzés était un singe très semblable à un chimpanzé. Plusieurs raisons nous permettent de savoir que notre dernier ancêtre commun avec les chimpanzés est très chimpanzé-like. Oui? La plus simple est que les gorilles et les chimpanzés sont très semblables. Oui? Anatomiquement, les gorilles sont essentiellement des grands chimpanzés. Si vous gonflez un chimpanzé avec une pompe à vélo, essentiellement, vous obtenez un gorille. C'est vrai. Mais grâce aux données IND, c'est sûr que les chimpanzés et les humains partagent un ancêtre commun. Cela signifie que la dernière ancêtre commun des gorilles et des chimpanzés, ici, oui, ressemblait également à un chimpanzé, et moins que les nombreuses similarités entre les chimpanzés et les gorilles n'aient évolué indépendamment, qui est statistiquement impossible. Et c'est important car les chimpanzés ne sont pas très actifs. À quelques occasions, j'ai eu la chance de passer du temps avec eux en forêt en Afrique. J'ai pris ces vidéos. Et je peux vous dire que la plupart du temps, ils font juste ce que vous voyez. Ils s'assoient, mangeant ou digérant. C'est très ennuyant, il faut dire. Voici quelques données. Alors que les chasseurs-cueilleurs marchent en moyenne 10 à 15 km par jour, les singes se déplacent très peu. Les gorilles et les orang-outans ne parcourent que 1 ou 2 km par jour, et la plupart des chimpanzés ne marchent qu'environ 3 km par jour. Ils passent la majeure partie de leur temps à se reposer et à se manger. Ils grimpent aussi moins de 100 mètres par jour et ils courent très peu, rarement plus de 100 mètres. L'une des raisons pour lesquelles les chimpanzés sont inactifs est leur biologie. La marche sur les phalanges, knucklewalking, est inefficace du point de vue énergétique. Lorsque nous avons mesuré la quantité d'énergie que les chimpanzés dépensent en marchant avec des masques, nous avons constaté qu'ils dépensent 2 fois plus d'énergie que nous par kilogramme et par mètre. De plus, leurs muscles sont adaptés à la puissance et non à l'endurance, et ils ne peuvent pas transpirer très bien. Mes collègues et moi avons calculé que les singes dépensent 2 fois moins d'énergie en activité physique que les animaux typiques de leur taille. En d'autres termes, ils sont des larves de canapé. C'est aussi une expression en français que je viens d'apprendre. Okay. En revanche, les chasseurs-cueilleurs humains dépensent en moyenne 30% d'énergie, en plus que les animaux typiques de notre taille, et nous dépensons 260 de plus que les chimpanzés. Qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, la première étape, la plus marquante, a été notre passage à la bipédie. J'ai eu l'honneur de travailler sur Sahelanthropus avec le professeur Michel Brunet du Collège de France pour montrer que Sahelanthropus était une bipède, mais aussi un grimpeur d'arbres. C'est également vrai pour les autres premières espèces que nous connaissons, Aurorine et Ardipithecus. La principale raison pour laquelle j'ai pu diagnostiquer que Sahelanthropus était bipède est que le foramen magnum, ici,
de son crâne qui relie la partie supérieure du cou pointe vers le bas. Puisque les animaux tiennent la tête, les yeux fixés vers l'avant, nous savons qu'ils devaient marcher sur 2 pattes et non sur 4. Nous disposons également d'autres preuves montrant que les premiers hominines étaient bipèdes, mais aussi grimpeurs aux arbres. Cependant, leur mode de déplacement précis reste inconnu. Une question intéressante est celle de l'évolution de la bipédie. Je suppose que c'est à cause de changements climatiques. Le graphique de gauche ici montre que l'Afrique est devenue plus aride il y a environ entre 7 millions d'années. Ça, c'est la densité des arbres en Afrique, et on peut voir qu'il y a moins des arbres dans cette période. Cela aurait entraîné un rétrécissement des forêts et l'apparition des régions boisées plus ouvertes. N'oubliez pas que les chimpanzés dépensent 2 fois plus d'énergie à marcher, mais qu'ils parcourent rarement plus que 3 km par jour. Ainsi, si nos ancêtres devaient marcher 3 fois plus loin chaque jour pour se procurer les fruits dont ils avaient besoin, ils auraient dépensé 170 calories de plus par jour. Sur une année, cela représentait suffisamment d'énergie pour courir 22 marathons par an. C'est beaucoup. Mais comme tout, la bipédie a des coûts. L'un est que les bipèdes sont moins stables que les quadrupèdes. Mes collègues et moi avons montré, c'est un journal en nature, que c'est un problème spécifique aux femmes enceintes. De plus, nous sommes devenus lents. Un animal à 2 pattes peut générer la moitié de la puissance d'un animal à 4 pattes. Par exemple, les lions peuvent courir à 24 km par heure, soit plus de 2 fois plus vite que les humains les plus rapides, comme Usain Bolt. Oui. Et la plupart des humains en bonne forme ne peuvent courir que 24 km par heure en moins d'1 minute. Nos ancêtres étaient faciles à chasser. Heureusement, ils n'ont pas disparu, ils ont été suivis par plusieurs espèces du genre Australopithecus. La plus célèbre est Lucie. Ça, c'est Lucie, ici, au centre. Toutes présentaient de nombreuses adaptations pour être bipèdes. Quelques-uns sont montrés à droite, mais ça, c'est pour une conférence différente. Les analyses de ces fossiles et des célèbres empreintes de pas de Laetoli, plus de 6 millions d'années âgées, montrent que les australopithèques étaient des marcheurs très efficaces. D'autres aspects de leur anatomie montrent également qu'ils étaient doués pour grimper aux arbres et qu'ils avaient des mains bien adaptées pour déterrer les organes de stockage souterrains dont nous savons qu'ils mangeaient. L'étape importante suivante était l'évolution du genre Homo. Cette évolution a probablement été provoquée par encore de changements climatiques, car l'Afrique est devenue plus froide et plus sèche entre 3 et 2 millions d'années. Ce graphique montre la température des océans au cours des dernières 4 à 5 millions d'années et remarquez que le changement a commencé juste après 3 millions d'années. À ce moment-là, nos ancêtres ont alors de trouver comment se nourrir dans les habitats plus ouverts. Oui. Et leur solution, dont nous avons parlé il y a 2 semaines, a été le système de chasseurs-cueilleurs, qui consiste à ramasser des plantes comestibles, à fabriquer et utiliser des outils, à coopérer largement et bien sûr à consommer de la viande. Et cela nécessite beaucoup plus d'activité physique. Les chasseurs-cueilleurs modernes font plus de 15 000 pas par jour,
au moins 5 fois plus que les chimpanzés et des autres singes. De plus, lorsqu'ils marchent, ils doivent souvent transporter de la nourriture et des bébés sur les distances longues, et les premières hominines devaient être tout aussi actifs. Et ce n'est pas tout. Les chasseurs-cueilleurs passent aussi de nombreuses heures par jour à creuser. Ça, c'est une vidéo que j'ai prise d'une chasseur-cueilleur qui fait ça. Et ils grimpent aussi des arbres et font d'autres travaux pénibles sans machine pour les aider. Mais l'origine de la chasse pose un problème. Nous savons qu'il y a 2 millions d'années, Homo erectus chassait. Mais comment? Les humains les plus rapides, comme Usain Bolt, peuvent courir seulement à 10 mètres par seconde pendant à peu près 20 secondes. Alors que la plupart des antilopes courent 2 fois plus vite pendant environ 4 minutes. Et ces chasseurs n'avaient pas d'armes de jet. L'arc et la flèche n'ont été inventés qu'il y a 100 000 ans, et les pointes de lance seulement il y a 500 000 ans. Pendant presque 2 millions d'années, les armes les plus meurtrières à disposition des chasseurs étaient les pierres et des bâtons pointus. Avec telle arme, il valait peut-être mieux être végétalien. Mes collègues David Carrier, Dennis Bramble et moi-même avons soutenu que l'explication réside dans notre capacité à courir des distances longues. Notre corps est doté d'adaptations de la tête aux pieds qui font de nous des coureurs d'endurance exceptionnels. Et bon nombre de ces caractéristiques ne sont pas des adaptations à la marche, elles servent uniquement à nous aider à courir des distances longues. La seule explication crédible de la raison pour laquelle les humains ont développé la capacité de courir à peu près 20 km ou plus et de chasser par une méthode appelée la chasse persistante. Voici comment cela fonctionne. Ce graphique ici montre la vitesse sur l'axe de l'X, ici, en mètres par seconde, pour les humains, les lévriers, les poneys et les chevaux de course. En bleu, j'ai indiqué les vitesses d'endurance qui, pour les quadrupèdes, correspondent au trot. Comme vous pouvez le voir, les quadrupèdes peuvent sprinter beaucoup plus vite, ou galoper, beaucoup plus vite que n'importe quel humain, mais un professeur d'Harvard, de l'âge mûr et long, comme moi, pour courir, ça c'est mon vitesse, pour courir un marathon plus vite qu'un chien ou un poney peut trotter, et les bons marathoniens peuvent courir plus vite qu'un cheval de course au trot. Encore plus important est notre capacité à nous rafraîchir. Les quadrupèdes se refroidissent en allaitant. À chaque courte respiration, l'eau s'évapore sur leur langue et dans leur cavité buccale, ce qui refroidit le sang et donc le corps. Les humains, en revanche, ont perdu leur fourrure, quelques-uns plus que les autres, et possèdent 5 à 10 millions de glandes sudoripares réparties sur tout le corps. En gros, nous avons transformé notre corps entier en une langue, ce qui nous permet de nous refroidir beaucoup plus efficacement. Et voici une autre différence importante. Les quadrupèdes ne peuvent pas allaiter en galopant. S'ils galopent trop longtemps, par temps chaud, ils souffrent d'hyperthermie. Notre capacité à courir de longues distances par temps chaud nous a probablement d'abord aidé à être des charognards. Quand il fait chaud, au milieu de journée, et qu'on voit des voitures indiquant l'emplacement d'une carcasse, il faut courir pour arriver avant que les hyènes et les autres charognards. L'étape suivante importante a été la chasse persistante. Voici comment cela fonctionne.
Au milieu de la journée, quand il fait chaud, vous choisissez un animal, le plus gros étant le mieux, car les grands animaux surchauffent plus rapidement, tout comme les grands humains. Ensuite, vous le poursuivez. Comme votre proie pour courir plus vite que vous, elle sprinte et se cache, puis essaie de se calmer. Mais si vous la suivez, généralement en marchant, puis la poursuivez, à nouveau, avant qu'elle ne réussisse à se refroidir, vous pouvez faire monter sa température corporelle. Ainsi, en alternant pistage et poursuite, marche et course, vous pouvez amener un animal à un état d'hyperthermie, puis le tuer facilement comme ce chasseur du désert du Kalahari. En moyenne, cela représente environ 20 km, moitié marché et moitié course, à une allure très, très lente, environ 6 km par heure. Beaucoup de gens trouvent cela incroyable parce que ce type de chasse est très rare aujourd'hui. Cependant, moi et des autres chercheurs ont documenté que des preuves ethnographiques de plus de 400 chasses persistantes à travers le monde, même dans des endroits comme la Sibérie pendant l'été. De plus, nous avons la preuve qu'en termes de calories obtenues par heure, c'est très efficace. Vous ne me croyez pas? Je n'ai jamais pratiqué la chasse persistante, mais pour en faire l'expérience, j'ai couru le marathon Man Against Horse, l'homme contre le cheval, qui a lieu chaque année à Prescott, Arizona, depuis 30 ans. L'année où j'y ai participé, il y avait 41 coureurs humains et 53 chevaux. Je suis un marathonien moyen, mais j'étais le 9e humain le plus rapide et j'ai battu à 40 des chevaux. C'est vrai. Non. C'est vraiment... Il n'y a pas que les hommes qui courent. Pour moi, c'est très évident chaque matin à bord de la Seine. Bien que les hommes chassent plus que les femmes peuvent aussi faire la chasse persistante. Un exemple est tiré du livre Nissa, dans lequel une chasseuse-cueilleuse du Kalahari raconte sa vie à un chercheur de Harvard, et voici l'une de ses anecdotes. Un autre jour, j'ai vu les traces d'un bébé coudu dans le sable. Nous avons commencé à suivre les traces et il s'est enfui. Nous avons tout couru, le poursuivant, et nous avons couru encore et encore. Finalement, j'ai réussi à l'attraper. J'ai sauté dessus et je l'ai tué. Ce jour-là, nous avons rapporté beaucoup de viande au camp et tout le monde a eu largement de quoi manger. Mon laboratoire a étudié comment Nissa, d'autres chasseurs-cueilleurs et vous tous, pour parvenir à courir grâce à des adaptations de la tête aux pieds qui font nous des coureurs de fond exceptionnels. En voici quelques-unes. Nous avons des orteils courtes, un élargissement du grand fessier, une bandelette iliotibiale, une voûte plantaire longitudinale, un long tendon d'Achille, un ligament nucal, c'est ici, une grande queue élastique, un thorax extensible, et nous sommes capables de perspiration, et nous avons une tête équilibrée. Nous n'avons pas le temps de discuter de toutes ces adaptations, mais celle que tout le monde préfère est le grand fessier. Je ne sais pas pourquoi. Oui? C'est le muscle le plus grand du corps, et comme vous pouvez voir, c'est très petit chez les chimpanzés et beaucoup plus grand chez les humains. Voici une étude dans laquelle nous avons enregistré l'activité du grand fessier pendant la locomotion à l'aide d'électrodes. Je suis payé pour faire ça, c'est incroyable, oui? Comme vous pouvez voir à gauche, il se contracte à peine lorsque vous marchez,
mais il se contracte fortement lorsque vous courez pour stabiliser votre tronc et éviter les chutes. Et vous pouvez d'ailleurs le tester vous-même. Placez simplement vos mains sur vos fesses, comme ça, oui, ou celles d'un ami. Et pendant que vous marchez et courez, oui, et la différence est impressionnante, oui, mais chez vous, à la maison, oui, ok. Et heureusement, nous pouvons reconstruire la taille des fesses à partir de leur insertion sur le bassin. Oui, on peut le voir ici. Et comme vous pouvez voir à gauche, l'insertion est petite chez les australopithèques. Ça, c'est le bassin de Lucie. Et c'est grand chez les fossiles c'est cette fossile de Homo erectus qui est daté à 1,9 million d'années. Et c'est vrai que c'est le plus ancien gros fessier que nous avons déjà vu. Et la prochaine fois que vous admirez des belles fesses, dites merci à Homo erectus. Ça, c'est ma jeune fille, il faut dire. Okay. Bien sûr, il existe d'autres adaptations à l'activité physique que l'on ne retrouve pas dans les fossiles. Un, par exemple, c'est le gène CMAH qui a évolué 2 millions d'années et est propre à l'homme. Si vous insérez le gène chez les souris, ce gène les permet de courir 2 fois plus loin. Nous avons également démontré que les humains ont un cœur plus gros et plus élastique que celle des chimpanzés, ce qui nous permet de pomper plus de sang dans tout le corps pendant l'exercice. Mais je dois faire une précision. Je pense que l'évolution de la course à pied a joué un rôle important dans l'évolution humaine. Et moi, j'adore courir, mais la course à pied n'est qu'une des nombreuses activités physiques importantes des chasseurs-cueilleurs. Et sûrement, le plus important est la marche. Oui? Probablement tout le monde a marché ici, pas couru. Oui? Le point à retenir est que nous humains avons évolué pour être physiquement actifs. Okay? Et les preuves selon lesquelles les chasseurs-cueilleurs ont évolué pour être très actifs physiquement soulèvent la question suivante. Quelle quantité d'énergie les humains ont-ils évolué pour consacrer à l'activité physique? C'est un problème très difficile, il faut dire. Et mes collègues et moi venons de publier une méthode que nous appelons les quotients métaboliques pour comparer les taux métaboliques entre espèces et populations. En termes simples, le quotient métabolique correspond à la quantité d'énergie consommée par un animal par rapport à sa consommation, c'est difficile en français, prévue après correction de la masse corporelle, de la graisse et de la température ambiante à partir d'un large échantillon de plus de 500 espèces de mammifères. Si un animal présente un quotient de 1, cela signifie qu'il dépense autant de l'énergie que l'on prévoit pour un animal de sa taille et de sa composition corporelle dans la même température. Okay? Notre analyse que nous avons publiée récemment montre que les humains sont métaboliquement extravagants. Laissez-moi vous montrer. Ici en vert figurent les quotients dépensés pour le métabolisme de repos pour des rongeurs, ici, des prosimiens, ici, des singes, des chimpanzés et des chasseurs-cueilleurs de Tanzanie, les Hadza. Comme vous pouvez le voir, les singes et les grands singes dépensent plus que la plupart des autres animaux. Oui, ici. Et les humains dépensent encore plus, environ 11% plus haut que les chimpanzés et 60% de plus qu'un mammifère typique de notre taille. Okay? En vert. Ici en orange figurent les quotients métaboliques pour l'activité physique.
comme nous avons déjà appris, les singes sont relativement inactifs et les chimpanzés sont moins actifs, mais vous voyez que les humains sont environ 30% plus actifs que les mammifères typiques de notre taille, mais plus important encore, nous sommes 250% plus actifs que nos ancêtres chimpanzés. 250%, ça c'est beaucoup. Et si l'on considère notre budget énergétique total, nous dépensons 40 à 50% d'énergie de plus par kilogramme que les autres mammifères, y compris les chimpanzés. C'est beaucoup d'énergie. Pour conclure, les humains ont évolué pour être 2,5 fois plus actifs et pour avoir des autres taux métaboliques élevés, mais il faut dire, au Paléolithique, il n'y avait pas de ferme ni magasin Monoprix. Nous avons évolué pour dépenser beaucoup d'énergie dans des conditions d'énergie limitées. Et comme nous dépensons beaucoup d'énergie, mais dans des conditions d'énergie où l'énergie était limitée, nous, humains, avons été sélectionnés pour être actifs seulement quand c'est nécessaire ou gratifiant, et sinon pour économiser de l'énergie. Les chasseurs-cueilleurs passent en moyenne plus de 2 heures par jour en activité modérée, mais ils passent environ 10 heures par jour assis pour économiser leur énergie. Mais après la révolution agricole, les choses sont devenues encore plus difficiles. Selon nos données, les fermiers travaillent plus dur que les chasseurs-cueilleurs. Leurs quotients métaboliques sont 25% plus élevés. Mais à l'ère post-industrielle, tout a changé parce que nous avons des machines pour faire notre travail. Selon notre analyse, les gens ordinaires en France ou aux États-Unis dépensent 2 fois moins d'énergie par jour en étant actifs que les chasseurs-cueilleurs. 2 fois. Mes collègues d'Harvard et du Rwanda, nous travaillons avec l'université médicale au Rwanda, ont étudié cette transition au Rwanda en comparant les Rwandais qui cultivent sans machine et les Rwandais qui vivent dans la ville capitale de Kigali, que vous voyez ici. Voici quelques données que nous venons de publier. Nous avons trouvé, ça c'est le niveau d'activité physique ici, oui, voici les agriculteurs, les Rwandais urbains et les Américains. Et vous pouvez voir que les agriculteurs rwandais dépensent 2,4 fois plus d'énergie en activité physique que les Rwandais vivant au milieu urbain ou les Américains. C'est beaucoup plus d'énergie. Et cela pose des problèmes, car malheureusement, l'inactivité est une cause majeure de discordance. Rappelez-vous le principe le plus important de la médecine évolutionnaire dont nous avons parlé il y a 2 semaines, la discordance. Ma définition de discordance sont les conditions qui sont plus fréquentes ou plus graves parce que le corps est insuffisamment adapté aux nouvelles conditions environnementales. Et cela a un coût pour la santé. Les barres grises de ce graphique montrent le pourcentage d'Européens qui s'engagent dans différents niveaux d'activité physique modérée à vigoureuse. C'est en minutes par semaine. Remarquez que près de 30% des adultes ici 30% sont très sédentaires. Et la barre bleue montre comment ces niveaux d'activité influencent les taux de mortalité ajustés selon l'âge. Notez que seulement 150 minutes par semaine, 20 minutes par jour, réduisent le risque de mortalité
d'environ 30%. C'est tellement important, laissez-moi le répéter. 20 minutes par jour d'exercice, comme la marche, réduisent le risque de mortalité d'environ 30%. C'est bien connu. Comme nous avons évolué pour être physiquement actifs et que c'est bénéfique pour la santé, nous avons inventé le concept moderne d'exercice que je veux définir comme activité physique volontaire et discrétionnaire pour des raisons de santé et de forme physique. Mais il y a un problème fondamental avec l'exercice. Les humains ont été sélectionnés pour éviter les activités physiques qui ne sont ni nécessaires ou ni gratifiantes, comme nous avons discuté. En d'autres termes, c'est un instinct naturel d'éviter l'exercice. On le voit dans le métro ici à Paris, oui. La plupart des gens préfèrent, moi je ne suis pas une exception, prendre l'escalator. Et il faut dire, j'ai ajouté cette femme ici avec Photoshop. Il faut être honnête. Oui. Mais nous n'avons toujours pas répondu à quelques questions essentielles. Pourquoi est-ce que l'exercice ralentit le vieillissement? Et pourquoi est-ce que l'exercice réduit la vulnérabilité aux maladies? Et pourquoi manque de l'activité physique est-il une discordance? Encore une fois, il faut considérer l'évolution parce que rien en biologie, y compris l'exercice et la santé, n'a du sens sauf à la lumière de l'évolution. Avec mes collègues, j'ai proposé une explication que nous appelons l'hypothèse des grands-parents actifs. Et je pense que je vois beaucoup de grands-parents ici. En termes simples, c'est qu'il y avait une sélection dans l'évolution humaine pour l'activité physique habituelle pour prolonger la durée de santé, ainsi la durée de vie. En effet, l'hypothèse explique des données bien connues montrant que l'exercice est plus, et non moins, plus important pour la santé pendant que nous vieillissons. De nombreuses études l'ont démontré, mais voici la première, et il s'agit d'une célèbre étude publiée par ce gens ici, Ralph Paffenbarger, dans le New England Journal of Medicine, dans laquelle il a suivi pendant 25 ans 21 000 d'anciens élèves de mon université Harvard. Sur l'axe horizontal, leur niveau d'activité est divisé en 3 catégories: sédentaires, modérément actifs et très actifs. Et il faut dire, ce n'est pas ridiculeusement actif, mais si on court peut-être quelques fois par semaine, on est dans cette catégorie. Sur l'axe vertical figure leur taux de mortalité corrigé de tabagisme et d'autres facteurs. Et vous pouvez voir que les diplômes de Harvard, moins de 51, qui étaient très actifs, avaient des taux de mortalité 21% inférieurs à ceux de leurs camarades sédentaires. Et à l'âge de 70, oui, les anciens élèves actifs de Harvard avaient un taux de mortalité inférieur de 50%. Il s'agit d'un effet majeur qui a été reproduit dans des autres études prospectives. Oui? C'est bien connu. Pour expliquer ces données très importantes, rappelez-vous que la sélection naturelle favorise toujours le succès reproductif. De plus, il est important de savoir que les humains ont évalué une stratégie de reproduction unique et nouvelle. Parce que les humains ont une espérance de vie plus longue que les autres animaux, et en particulier les singes et les grands singes, nous avons évolué pour devenir des grands-parents. Alors que l'espérance de vie moyenne d'une chimpanzé sauvage est à peu près 33 ans, celle des chasseurs-cueilleurs, après correction de la mortalité infantile, est entre 68 et 78 ans.
68 et 78 ans. Cela signifie qu'environ qu'une quarte des chasseurs-cueilleurs dans un camp sont des grands-parents. L'explication admise de cette histoire unique et particulière de la vie humaine est que les grands-parents augmentent leur succès reproductif en aidant leurs enfants et petits-enfants à survivre. Voici une autre façon de voir ces données. Les preuves montrent que les chasseurs-cueilleurs qui survivent l'enfance vivent généralement entre environ 7 décennies en bonne santé, ce que nous appelons la durée de la vie en bonne santé. En anglais, on dit health span. La morbidité en fin de vie est généralement courte. Après l'invention de l'agriculture, les maladies infectieuses plus nombreuses ont fait chuter significativement l'espérance de vie, et ce n'est que récemment que nous vivons aussi longtemps, voire plus longtemps que les chasseurs-cueilleurs. Mais alors que l'espérance de vie moyenne des Américains est aujourd'hui environ 78 ans, leur durée moyenne de vie en bonne santé, health span, oui, est environ 63 ans. Et avant la médecine moderne, la durée de vie en bonne santé équivaut à la durée de la vie. Oui, ça rend sens? Alors, ce qui détermine la durée de la vie et la durée de santé des humains, eh bien, les gènes sont moins importants que l'environnement. Cette diapo résume une célèbre étude de New England Journal of Medicine sur les causes de la mortalité prématurée aux États-Unis. Comme vous pouvez le voir, les facteurs principaux sont les comportements tels que le tabagisme, l'alimentation et l'activité physique, les circonstances sociales, la pollution et l'accès aux soins de santé. Les gènes sont importants, mais les gènes n'expliquent que 20% de la variation. Et malgré de nombreuses recherches, nous n'avons aucune preuve de l'existence des gènes qui expliquent la longévité avant l'âge de à peu près 70 ans. Et il est évident que l'alimentation et le statut socio-économique sont essentiels, mais l'hypothèse des grands-parents actifs se concentre sur la raison pour laquelle l'exercice joue un rôle majeur dans l'allongement de la durée de la vie en bonne santé et donc de l'espérance de la vie. Elle fait deux prédictions. Premièrement, nous avons évalué pour rester physiquement actif en vieillissant. Et deuxièmement, l'activité physique a été sélectionnée pour prolonger la durée de vie en bonne santé et donc l'espérance de vie grâce à des compromis énergétiques que je vais expliquer. En ce qui concerne la première prédiction, souvenez-vous que nous avons déjà montré que les humains sont 250% plus actifs que nos ancêtres chimpanzés. Voici des preuves de la première prédiction qui viennent d'une étude de mes anciens étudiants, Herman Ponzer, Dave Raiklin et Brian Wood, sur l'activité physique des chasseurs-cueilleurs en fonction de l'âge par rapport aux Américains. Comme vous pouvez voir, c'est âge ici, minutes par jour de l'activité. Comme vous pouvez voir, les chasseurs-cueilleurs, ici les Hadza de Tanzanie, sont beaucoup plus actifs que les Américains. Et même s'ils sont moins actifs en vieillissant, les Hadza de 70 ans sont toujours 10 fois plus actifs que les Américains de 70 ans. C'est une grande différence. Et ici, je montre des données de Kristen Hawkes sur les grands-mères Hadza. Elle montre que les grands-mères Hadza passent 2 fois par jour, plus de 4 heures par jour, à creuser des tubercules que leurs filles. Et les tubercules sont très importants comme pour l'alimentation. OK, ça c'est la première prédiction.
La deuxième prédiction est que l'activité physique était sélectionnée pour prolonger la durée de la santé, ainsi la durée de vie, via compromis d'énergie. Rappelez-vous de mon première conférence qu'on peut dépenser l'énergie sur 5 fonctions. 1. La croissance. 2. L'entretien. 3. Le stockage de graisse. 4. La reproduction. Et 5. L'activité physique. Et lorsque l'énergie est limitée, ce qui est normal, cela signifie que les organismes doivent faire des compromis. Oui? Et spécifiquement, il y a 2 types de compromis d'énergie. 1. Diminution de l'allocation de l'excès d'énergie au processus nocif, le stockage de graisse et la reproduction, je vais expliquer. Et deuxièmement, l'augmentation de l'allocation d'énergie au processus bénéfique, réparation et entretien. OK. Considérons le premier type de compromis. La sélection naturelle favorise toujours le succès reproductif. Une activité élevée peut entraîner une perte d'énergie pour la reproduction via une fonction ovarienne moindre, tandis qu'une faible activité encouragera une allocation d'énergie plus importante à la reproduction via une fonction ovarienne accrue, sûrement sur les femmes. C'est vrai. Pour vous montrer un exemple, voici une étude de mon collègue Peter Ellison de Harvard. Il a comparé des jeunes femmes en bonne santé, ici, sédentaires en blanc et actifs en rouge. Et les jeunes femmes en rouge courent seulement 20 km par semaine. Ce n'est pas grand-chose. Lui et d'autres ont montré que lorsque les femmes ne dépensent pas plus d'énergie en activité physique, elles le dépensent à la reproduction en augmentant les niveaux d'hormones comme la progestérone de 50% dans la seconde moitié du cycle menstruel. Ces femmes ici, ils dépensent à peu près 180 plus de calories par jour. Ça c'est tout que les femmes sédentaires. Ce n'est pas grand-chose. Et ceci explique un fait important que nous avons discuté il y a 2 semaines, comme l'excès de progestérone augmente le risque de cancer du sein. Les femmes qui marchent 1 heure par jour ont une réduction de 30 à 50% de leur risque de cancer du sein au cours de la vie. C'est à cause de diminution de niveau de progestérone et aussi l'estrogène. Lorsque nous sommes inactifs et avons excès d'énergie, nous choisissons également de stocker davantage d'énergie sous la forme de graisse. Pour vous montrer un exemple, voici une célèbre étude scientifique menée par mon collègue Bente Pedersen au Danemark. Elle a demandé à 10 jeunes hommes des Vikings, on peut dire, de devenir sédentaires pendant 2 semaines sans changer leur alimentation. En seulement 2 semaines, leur corps a utilisé l'excès d'énergie pour stocker davantage de graisse, dont 7% de graisse viscérale supplémentaire, comme vous pouvez dire à droite. Ici, le avant et après. Et ça, c'est la graisse viscérale. J'aurai beaucoup à dire sur ce sujet vendredi prochain lorsque nous discuterons comment et pourquoi l'activité physique est associée à l'obésité et comment et pourquoi l'obésité affecte la santé. Mais maintenant, je voudrais parler de l'autre façon dont l'activité physique affecte la santé. C'est en augmentant l'allocation d'énergie à 2 processus bénéfiques, la réparation et l'entretien. Pour comprendre ça, il faut savoir que toute activité physique engendre un stress généralisé. Vous endommagez vos muscles, vos mitochondries produisent des espèces réactives
de l'oxygène qui endommage l'ADN, les protéines et les cellules. Vous produisez des déchets qui endommagent des organes comme le cerveau et la foie. Cependant, en même temps, l'exercice active de très nombreux processus qui non seulement réparent les dégâts, mais renforcent aussi les capacités. Le résultat est que vos cellules sont en meilleure santé après l'exercice qu'avant. Nous pourrions passer beaucoup d'heures à examiner ces mécanismes, mais en voici sont des études de quelques-uns. C'est seulement juste quelques exemples. Par exemple, l'exercice ici augmente la production d'antioxydants, ça c'est superoxide dismutase, qui neutralise les espèces réactives de l'oxygène. Ici, l'exercice favorise la croissance de nouvelles mitochondries, c'est avec un gène qui s'appelle PGC1-alpha, pardon mon anglais. 3. L'exercice active les enzymes qui réparent l'ADN. 4. Les exercices favorisent une protéine appelée BDNF qui maintient la santé du cerveau, ici. Exercice supprime l'inflammation en produisant des niveaux élevés de IL-6. Ça, c'est une expérience que nous avons fait dans mon labo. Et sixièmement, exercice active de nombreuses parties du système immunitaire. Par exemple, si on fait l'exercice, on élève le niveau de cellules natural killer, qui sont très importants pour le système immunitaire. Et les effets comprennent un vieillissement plus lent, moins de pertes musculaires avec l'âge, on s'appelle sarcopénie, moins de risque de développer la maladie d'Alzheimer, moins d'inflammation et plus de résilience face aux infections. L'activité physique est également bénéfique pour la santé mentale. Si j'avais le temps pour une autre conférence, nous pourrions discuter comment et pourquoi l'exercice est aussi efficace que n'importe quel médicament pour prévenir et traiter la dépression. Nous pourrions consacrer, Chapichi est fantastique, oui. Nous pourrions consacrer plusieurs conférences à ces processus et d'autres. L'essentiel est que l'exercice active de nombreux mécanismes qui ralentissent le vieillissement et préviennent les maladies. En résumé, nous avons évolué pour être plus actifs que nos ancêtres, les grands sages. 2. Nous avons évolué pour rester physiquement actifs en vieillissant. 3. L'activité physique stimule la réparation et l'entretien et prévient l'obésité et d'autres problèmes, par exemple trop de hormones reproductifs. Et 4. D'après l'hypothèse des grands-parents actifs, c'est possible que l'activité physique ait été sélectionnée pour prolonger la durée de santé et ainsi la durée de vie. Davantage de recherches sont toujours nécessaires, mais gardons à l'esprit un point important. Parce que nos ancêtres n'étaient pratiquement jamais sédentaires, il n'y a pas eu de sélection pour activer ces processus en l'absence de l'activité physique. C'est pourquoi le manque d'activité physique est une discordance évolutive qui augmente la vulnérabilité aux maladies, accélère la sénescence et réduit la durée de vie en bonne santé. Pour conclure, j'aimerais répondre à 3 questions qu'on me pose le plus souvent. D'abord, quelle quantité d'exercice est suffisante? La réponse de cette question est importante. Beaucoup de données montrent le même résultat. Même un peu d'activité réduit significativement le risque de mortalité. Par exemple, cette étude a montré que 7000 pas par jour réduisent le taux de mortalité à peu près 4-7%, y compris une réduction de 25% de décès cardiovasculaires. 7000 pas par jour. Deuxième question. Quel type d'exercice est le meilleur, le cardio ou la musculation? La réponse est les deux. Le cardio améliore la santé cardiovasculaire, métabolique et apporte d'autres bénéfices,
mais la musculation provient de la perte de muscle avec âge et procure aussi de nombreux avantages. Enfin, comment encourager les personnes sédentaires à faire l'exercice? Et ça, c'est le plus grand problème. Selon moi, une perspective évolutionnaire suggère que nous avons évolué pour être physiquement actifs uniquement lorsque, 1, c'est nécessaire, ou 2, c'est gratifiant. Donc, pour aider les gens à être actifs, il faut rendre l'exercice, 1, nécessaire, et 2, gratifiant. Mais ça, c'est notre problème. Alors, merci pour votre attention. Merci à mes nombreux collègues et étudiants qui ont contribué à cette recherche. Pour en savoir plus, j'ai récemment publié un livre sur ce sujet intitulé « Exercised ». Je vous recommande également 2 articles récents publiés dans la Proceedings of the National Academy of Science. Et j'espère que vous viendrez à ma dernière conférence la semaine prochaine sur la façon dont une perspective évolutionnaire pour nous aider à mieux comprendre, prévenir et inverser un des grands problèmes du monde maintenant, l'obésité. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, les posez lentement. Merci.